matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Alexandre Delval. Bonjour Alexandre Delval. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour analyser l'actualité internationale. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire contemporaine, consultant international, chercheur associé au Center of Political and Foreign Affairs et au Centre français de recherche sur le renseignement, professeur de géopolitique, auteur de cet ouvrage qu'on connaît bien désormais, Vers un choc global, coécrit avec Jacques Sopelsa aux éditions du Toucan, et un nouveau livre qui sort et qui va parler du nouvel ordre post-occidental aux éditions L'Artilleur. Ça, c'est début octobre, c'est ça ? Oui. Et évidemment, c'est tout à fait dans notre sujet. On va en parler tout de suite, puisque le sujet, d'abord, actualité oblige. On revient sur cette rencontre avec Volodymyr Zelensky et Donald Trump et cette coalition européenne. Je vous rappelle qu'hier après-midi, 3 jours après le sommet en Alaska, où donc, le président américain avait rencontré le dirigeant russe Vladimir Poutine, eh bien, c'était le tour des Européens, donc Keir Starmer, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, le chancelier allemand Friedrich Merz, Ursula von der Leyen, évidemment, se seront rendus aux côtés de Volodymyr Zelensky à Washington pour rencontrer Donald Trump. Alors, avec des retours qui semblent plutôt positifs, d'ailleurs, depuis la Maison-Blanche, depuis Volodymyr Zelensky, le président ukrainien donc, se réjouit de cette rencontre. Il dit que c'est la meilleure de leur discussion. Je pense que nous avons eu une très très bonne conversation avec le président Trump. C'est vraiment la meilleure, voilà. Ou peut-être même que les meilleurs arriveront. Donc on est vraiment sur de l'extrême optimisme côté Zelensky. Donald Trump était également très satisfait et dit avoir commencé des préparatifs pour une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Alors côté européen, on est un peu plus sceptique, notamment, alors le chancelier allemand Friedrich Merz assure que l'Ukraine ne doit surtout pas être contrainte de faire des concessions territoriales dans le cadre d'un éventuel accord avec la paix en Russie. Voilà, donc ils insistent sur le fait qu'il faut continuer de contraindre la Russie. Et Emmanuel Macron reste encore plus prudent. Je suis loin de crier victoire, dit-il. Et puis, il dit cette paix passera nécessairement par l'octroi à l'Ukraine de garanties de sécurité robustes sur lesquelles nous avons décidé de travailler très concrètement avec les États-Unis. Alors, quelle est votre analyse, Alexandre Delval, sur cette rencontre et puis sur celle d'avant, évidemment? Est-ce qu'on avance pour une paix? Est-ce que les choses avancent vraiment ou on est plutôt sur un jeu de dupes? Comment vous voyez les choses? Alors moi, mon idée personnelle depuis quelque temps, c'était plutôt qu'on n'avançait pas vers la paix puisque les conditions, les véritables solutions de fond, les problèmes de fond ne sont pas abordés. Mais je m'intéresse aussi à ce que disent, vous savez, les analyses des banques. Les grandes banques mondiales ont toutes des instituts géopolitiques qui font des analyses géopolitiques, risque pays, risque système. Et la JP Morgan Chase a publié déjà depuis plusieurs mois une analyse sur les scénarios de sortie de guerre ou de cessez-le-feu ou de plus ou moins de paix. Et sur les 4 scénarios présentés par la JP Morgan, corroborés d'ailleurs par d'autres centres d'analyse d'autres banques, mais la JP Morgan a un centre d'analyse très intéressant. Il y avait le scénario nord-coréen, le scénario israélien, le scénario géorgien et le scénario biélorusse, chacun avec une probabilité. Et tous ces scénarios, même le plus pessimiste ou le plus optimiste, disent qu'une paix sera trouvée en 2026. Donc ça donne pas mal d'espoir et beaucoup d'autres centres d'analyse liés à des banques donc qui sont un peu plus froides que Radio Ukraine, LCI ou autres médias totalement monolithiques. Oui, puis qui appliquent une réelle politique, parce que finalement, elles se doivent de coller à la réalité. Parce qu'un banquier, l'avantage d'un journal économique, réellement économique, ou un banquier ou une analyse liée à une grande banque, même s'ils ont des idéologies, même s'ils sont dans le système globaliste international, ils ne peuvent pas, c'est comme un militaire ou un entrepreneur, il peut pas se tromper, ou un ingénieur qui construit un pont. S'il fait de l'idéologie dans ses calculs, le pont va s'écrouler. Donc, dans certains domaines, dans certains métiers, le mensonge est un peu moins aisé que dans le discours pur du style médiatique ou universitaire ou
Et c'est pour ça que c'est parfois plus intéressant que des universitaires engagés, comme on dit pompeusement, ou des intellectuels engagés, qui sont tout sauf objectifs. Donc voilà, j'ai de l'espoir pour 2026, mais ce qui me paraît assez peu compatible avec une paix, c'est la volonté que je comprends, hein, exprimée par Macron ou Merz, de garanties très fortes, d'une armée ukrainienne très solide, robuste, comme il disait, Oui, et alors que l'un des objectifs de guerre, je ne dis pas que les Russes ont raison, mais l'un des objectifs de guerre des Russes, avec la nazification, la neutralité, la non-entrée dans l'OTAN, etc., la protection des populations russophones, il y avait le fait de démilitariser bah, bien le sûr. pays et qu'il n'ait pas une armée assez robuste qui lui permettrait d'attaquer à nouveau dans 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, 20 ans, la Crimée ou des régions dans dans Luhansk, Donetsk, Zaporizhia ou Kherson. Donc ça paraît peu compatible, mais d'un autre côté, dans un schéma comme celui-ci, chacun, vous savez, on dit dans l'immobilier, il faut que tout le monde soit mécontent Ouais. pour qu'il y ait tout le monde, c'est une expression qu'on dit à Rome, voilà, tout le monde doit être mécontent. Donc forcément, les Russes vont renoncer à une partie de leurs objectifs. Mais pour l'instant, ce qu'affichent Merz et M. Macron n'est pas extrêmement réaliste. Ça, on dirait que ça ressemble à une position de principe. En même temps, moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans ce tour de table, on avait vraiment l'impression à part le chancelier allemand, on avait vraiment l'impression de voir des valets, des employés d'un protectorat qui venaient rendre hommage à l'empereur qu'ils n'aiment pas, mais obligés de lui cirer les pompes. Bravo, nous vous remercions, c'est magnifique ce que vous faites, c'est belle Oui, initiative, mais etc. Donc c'était quand même assez intéressant de voir que Trump ne se laisse pas embarquer, comme on l'a dit. Les Européens, la coalition des volontaires allaient faire plier Trump. Il a quand même dit à plusieurs reprises qu'il aimait autant le peuple russe que le peuple ukrainien. Au chancelier allemand, il a dit pourquoi pas, mais moi je continue à penser qu'il faut aller carrément vers une solution de paix. Ça veut dire quoi, ouais. une solution de paix par rapport à un cessez-le-feu? Un cessez-le-feu, c'est la même chose que le Hamas demande à Israël. Et c'est logique que le plus faible des deux demande un cessez-le-feu. Dans une guerre comme Hamas-Israël ou Ukraine-Russie, même si ce n'est pas du tout pareil, il y a Oui. un point commun, il y en a un qui est beaucoup plus faible que l'autre et qui va moins tenir sur le temps, et l'un qui peut littéralement raser l'autre. La Russie n'a jamais tout donné. Contrairement à ce que dit Radio Ukraine LCI, la Russie n'a jamais tout donné. Elle pourrait raser pratiquement des villes, mais elle ne veut pas raser des villes dont elle voudrait conquérir aussi les cœurs, forcément. Mais donc, celui qui peut être rasé par l'autre, il a intérêt à un cessez-le-feu sans condition immédiate, avant même d'aborder les problèmes de fond, puisque le but de l'Ukraine, comme à Minsk, et je ne dis pas qu'ils ont tort, de leur point de vue, moi je ferais pareil, c'est pas un Oui. jugement de valeur. Les Ukrainiens ont besoin de gagner du temps et leurs alliés européens ont besoin de gagner du temps pour faire comme à Minsk, pour réarmer, pour Oui. réapprovisionner. Et donc, Pour la renforcer les Russie, troupes, en fait. Donc absolument. on peut Et comprendre aussi que de l'autre côté russe, évidemment, il n'est absolument pas d'intérêt dans ce cessez-le-feu. ils n'ont aucun intérêt puisqu'ils sont victorieux. Ils ont pris ces derniers jours beaucoup plus que tous les derniers mois réunis. Il y a une avancée assez stupéfiante et surtout autour de Kramatorsk, Pokrovsk, on a pas mal de points forts que s'ils tombent, ces points, ensuite il y a des plaines. Et donc, ça pourrait aller beaucoup plus vite encore pour les Russes. Les Ukrainiens n'ont pas intérêt, bien sûr, à rendre des territoires et les Russes n'ont aucun intérêt à faire un cessez-le-feu en ce moment. Donc, mon bilan de cette rencontre, c'est que après avoir fait croire qu'il allait changer, qu'il allait plaire aux néoconservateurs qui donnaient 12 jours, on allait voir ce qu'on allait voir, on aurait des sanctions secondaires. Monsieur Trump, vous savez, il y va par tâtonnement. C'est pas qu'il est pro-russe. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Les sanctions secondaires, qui étaient vraiment le missile nucléaire économique qu'il avait annoncé,
contre l'Inde et la Chine et la Turquie, mais surtout l'Inde et la Chine qui achètent le gros du pétrole et même maintenant du gaz aussi russe, eh bien, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Les Indiens et les Chinois, depuis le sommet de Rio avec les Brésiliens jusqu'à aujourd'hui, les Indiens et les Chinois ont dit, nous ne céderons pas à ce diktat. De toute façon, nous produisons tous les biens de consommation du monde, nous produisons tout, nous avons plus les moyens, vous, de vous paralyser que vous de nous paralyser. Et donc Trump s'est rendu compte qu'il n'avait aucun moyen réel pour faire plier les Russes. Alors, il a changé et au bout de 12 jours, on n'a pas vu ce qu'on allait voir. On a vu un Trump qui finalement revenait à une compréhension de la position russe et il a changé. Il est passé du cessez-le-feu sans condition à la paix. Et ça veut dire quoi la paix? Et je termine. Ça veut dire aborder les problèmes de fond. Les problèmes de fond, c'est pas uniquement l'adhésion à l'OTAN ou la non-adhésion à l'OTAN. Ce sont des missiles, des systèmes antimissiles, ce sont des bases officieuses comme la CIA, 12 bases, ou alors officielles comme des bases en Europe de l'Est. Vous savez que c'est ce que dit aussi c'est ce que disait Kissinger, c'est ce que dit Mearsheimer, c'est ce que disent les réalistes aux États-Unis. Sachs aussi le dit, c'est que deux empires ne peuvent pas être en contact direct. Oui. Entre deux empires, surtout rivaux, ayant des intérêts totalement antinomiques, il doit y avoir des zones coussins ou des zones des zones tampons. Oui. Et donc, renforcer l'armée ukrainienne et donner des garanties de sécurité, comme on l'a dit ces derniers jours, similaire à l'article 5 de l'OTAN, qui est moins fort que l'article 42-16 du traité de Lisbonne, mais quand même, c'est quelque chose qui ne va pas régler le problème de fond, et j'en arrête là. Donc, si vous voulez, pour l'instant, ce qu'il y a de positif, c'est qu'on se parle. Il y a des projets de rencontres trilatérales, quadrilatérales, bilatérales, notamment Zelensky-Poutine. Tout ça, ça va dans le bon sens. C'est mieux que la belligérance parce que si on se fait la guerre entre ces deux empires, ça peut quand même finir extrêmement mal. Sans parler du nucléaire, ça voudrait dire qu'il faudrait envoyer au minimum 300 000 Européens se battre en Ukraine pour aider les Ukrainiens si vraiment on voulait gagner contre les Russes. Or, on n'a pas envie d'envoyer plus de 30 000 hommes et encore très loin du front. Hein, vous savez, les volontaires, ils sont pas si volontaires que ça. Ils ont toujours dit, si on envoie des gens, ce sera loin du front. On va quand même pas beaucoup aider les Ukrainiens en envoyant 30 000 personnes loin du front, alors qu'ils ont besoin de 350 000 dans le front. Et donc voilà, ça veut dire qu'on va vers un accord, mais c'est sûr que les Européens, en ce moment, essaient de saboter le travail pour des raisons idéologiques, parce que tout ce que fait Trump est mauvais et tout ce que font ses ennemis est bon, mais aussi pour des raisons géopolitiques et d'une sorte de résistance de l'Union européenne face à cette volonté de Trump de redéfinir l'ordre mondial. Trump est d'accord avec une sorte de nouveau Yalta, un partage de zones d'influence très cynique, basé sur la réelle politique, une doctrine Monroe pour les Chinois, les Russes et les Américains, et on se partagerait le monde. C'est quelque chose qui est tout à fait repoussé par les Européens, qui sont en fait, et je conclus, la seule entité dans le monde qui croit à l'OIL. L'OIL, c'est une expression d'un grand stratège américain qui veut dire l'ordre international libéral, qui veut en fait dire l'ordre occidental. Les seuls aujourd'hui qui croient vraiment à l'ordre international libéral fondé sur des règles développées par des stratèges américains et qui est devenue la doctrine officielle de définition de l'Occident, eh bien aujourd'hui, il ne reste que le bisounoursland européen qui croit à cet ordre international fondé sur des règles et libéral. Et donc, il y a une sorte de résistance, mais tout le reste du monde est prêt à la réelle politique, aux doctrines Monroe, aux deals, des deals parfois très paradoxaux. Aujourd'hui, hier, on avait un ministre chinois qui était en Inde, deux pays qui soi-disant sont ennemis, qui arrivent à s'entendre au sein des BRICS, qui sont ennemis stratégiquement, mais amis économiquement. Enfin, ça paraît très paradoxal. Le monde qui vient est un monde où il n'y a plus de certitude, il n'y a plus de camp fixe. Il y a des alliances pour l'intérêt. On est allié avec celui-ci aujourd'hui, un autre demain, et on peut même être allié simultanément avec deux camps ennemis, suivant le domaine. Et là, c'est quelque chose que les Européens, dans leur idéologisme globaliste et OIL, sont incapables de saisir, mais ils vont être obligés petit à petit de s'habituer à cela. Oui, on est trop sur le schéma Walt Disney, le bon, le gentil et le méchant. On n'arrive pas à avoir cette vision pragmatique. Et alors, dans cette interrogation que vous portez sur le fait que finalement la paix est-elle vraiment voulue par les Européens et cette
volonté d'assurer une sécurité robuste, comme l'ont affirmé les Européens. Il y a en effet une sortie de Volodymyr Zelensky hier qui peut interroger au sujet des armes américaines qui pourront être livrées. Je propose d'écouter l'extrait, je vous lirai en direct la traduction, chers amis, pour ceux voilà, parce que ce sera en anglais. Et puis on en parle et on interprète cela évidemment juste après avec vous, Alexandre Delval. Et franchement, si les résultats des élections avaient été bons et si j'avais été président, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Et il aurait été très heureux, évidemment, il parle de Volodymyr Zelensky. Lui, il a vécu l'enfer, lui. Il a vécu l'enfer, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Et les gens qui ont été tués, quelques millions de personnes, beaucoup de gens, beaucoup de soldats et tout le reste, tous les gens qui ont été déplacés, forcés de fuir ailleurs, dans d'autres pays, à cause de tout ce qui s'est passé, rien de tout cela ne serait arrivé. Et je dis simplement que si c'était un président horrible, Joe Biden, que ce soit à cause des frontières, puis tout simplement voilà, un président horrible et corrompu. Merci infiniment, dit Volodymyr Zelensky. Nous avons maintenant la possibilité d'acheter des armes aux États-Unis. Nous sommes reconnaissants pour ce programme et pour cette opportunité. Et nous sommes reconnaissants envers l'Europe qui finance ces armes et envers l'OTAN. Alors voilà, évidemment, c'est la fin de cet extrait qui nous intéresse, Alexandre Delval. Concernant les armes, oui, alors là, on ne comprend plus bien parce qu'on nous parle de paix, d'assurance de paix, et puis on est sur l'Europe qui promet de financer des armes américaines, puisque les Américains se retirent progressivement justement de l'armement ukrainien. Mais on a ici une promesse de l'Europe de continuer de financer ces armes. Alors, on est très loin, en fait, de programmer la paix. Oui, nos dirigeants vont devoir s'adapter de toute façon. Je pense qu'il y a aussi une partie de politique intérieure. Pour une raison très simple, on n'est pas capable d'envoyer plus de 30 000 hommes. On a fait des promesses aux Ukrainiens qu'on ne peut pas tenir, puisque si vraiment on voulait les aider, on aurait livré non pas 10, 15, 30 ou je sais pas, quelques dizaines d'avions, de F-16 ou autres, on aurait livré quelque chose de beaucoup plus lourd, beaucoup plus de systèmes radars, beaucoup plus d'antimissiles, beaucoup plus de systèmes anti-aériens, beaucoup plus d'avions, et on aurait envoyé 300 000 hommes. Dès lors qu'on ne veut pas envoyer la masse d'hommes et la masse de munitions, vous savez que l'Europe, avec les États-Unis, tous les Occidentaux confondus, produisent même pas la moitié de ce que produisent les Russes en un an. Sur un an, les Russes produisent plus de 2 fois ce que tous les pays occidentaux sont capables de produire en munitions. Donc, si vous voulez, il y a quand même quelque chose qui est imparable. Le nombre d'hommes mobilisables, les Russes en mobilisent de plus en plus. Alors, on nous dit depuis le début de la guerre qu'ils sont tous nuls, déserteurs, pas volontaires, forcés. Eh bien non, les analyses très concrètes sur le terrain montrent que la majorité sont des volontaires, et pratiquement que des volontaires, très incités, etc. Ils sont de plus en plus volontaires. D'ailleurs, dès lors qu'on a aidé les Ukrainiens à frapper le sol russe, à conquérir les territoires russes et même à aller jusqu'à 5000 km bombarder des bombardiers stratégiques, ça a galvanisé l'opinion publique. Oui. Donc, si vous voulez, les Russes ont la masse d'hommes et la masse de munitions. La guerre, c'est quand même assez simple. Et en plus, le moral monte chez les Russes, puisque plus ils sont frappés sur leur sol, plus ils se sentent légitimes à se défendre. Donc, il y a aussi de la politique intérieure. Vous avez remarqué, depuis que Mme van der Leyen avait fait des tailleurs, elle s'est fait faire des tailleurs qui ressemblaient aux couleurs du drapeau ukrainien. Faire celui qui est le plus ukrainien, c'est quelque chose qui fait gagner des points dans les sondages. Alors là, ça nous fait réfléchir sur ce que disait De Gaulle, que les peuples sont des veaux. Malheureusement, et je viens du peuple, je n'ai pas du tout de mépris, mais on voit un homme peut être très intelligent individuellement, mais en groupe, les masses sont assez stupides très souvent, mais c'est comme ça. Il se trouve que ce n'est pas une invention. Quand les chefs européens font les chefs de guerre, revêtent le drapeau ukrainien, ils jouent au Churchill ou au De Gaulle, qui ne cédera pas contre les Chamberlain et les Daladier, etc., oui. Eh bien, il monte un peu dans les sondages où il se conforte. On le voit chez les Allemands, chez Meloni, chez Macron, chez tous les dirigeants européens pratiquement actuels. Mais c'est de la politique intérieure. Chacun utilise l'Ukraine, en fait, pour un faire-valoir. Et c'est ça qui est assez abject, parce que si nous voulions vraiment aider les Ukrainiens, il faudrait envoyer nos armées.
Chaque pays devrait envoyer un corps expéditionnaire. Or, on ne l'a pas fait. Donc, si vous voulez tout ça, il y a quand même beaucoup de théâtre. Je pense que Trump va imposer sa paix. Il va imposer ses conditions. Il y a deux solutions possibles. Soit Zelensky, qui peut être traîné devant les tribunaux pour ça, ne cède pas parce que la Constitution et la loi, il y a à la fois la Constitution et la loi ukrainienne qui permettent de punir très gravement un leader qui gérerait des cessions de territoire. Donc, soit il ne cède pas parce qu'il n'a pas envie de finir en prison, et les Russes auront plus de territoires conquis d'ici 2, 3, 4 mois. Et M. Trump a bien dit qu'il n'y aurait pas de nouvelles sanctions parce qu'il n'y arrive pas. Ce n'est pas qu'il est gentil avec Poutine. On l'accuse tout le temps d'être pro-russe. Les Indiens et les Chinois ont dit qu'ils se contrefichent des sanctions secondaires et que les représailles seraient terribles. Si la Chine et l'Inde ne nous fournissent plus de médicaments et de biens de consommation, nous sommes beaucoup plus ennuyés qu'eux. Et la Chine va de plus en plus vers l'autosuffisance, c'est ce que j'explique dans mon prochain livre, Nouvel Ordre post-occidental. Oui. Donc, soit M. Zelensky cède, mais dans ce cas-là, il est obligé de préparer une alternance et de laisser arriver au pouvoir un leader qui, lui, assumera ce lâchage, ou alors il reste, de toute façon, il va probablement se présenter en concurrence avec Zaloujny, l'ancien chef d'état-major de l'armée ukrainienne qui maintenant est ambassadeur à Londres. Il y aura aussi peut-être des candidats comme Yermak, comme Poroshenko, mais de toute façon, pour faire ce traité de paix, qui n'est pas un cessez-le-feu, parce que Trump veut le traité de paix et pas le cessez-le-feu, il va falloir réviser la constitution ukrainienne et faire en sorte qu'un dirigeant ukrainien ait le droit de céder des territoires. Or, Trump veut au moins céder officiellement la Crimée. C'est son plan. Peut-être pas les autres. Les autres, ça va être officieux, comme beaucoup d'endroits dans le monde où il y a des territoires. C'est ce qui ressort, des dernières discussions, Oui. la cession de la Crimée. Oui, c'est même avant même les discussions. Vous savez que quand il y a des discussions, les administrateurs sont tous déjà d'accord sur ce ne sont que des formalités. Mais déjà sur Truth Social, sur son réseau social, Trump avait déjà déclaré la Crimée ne sera jamais ukrainienne. Il n'a pas dit les autres territoires. Il veut sous-entendre par là que ce serait bien qu'elle soit reconnue comme russe. Par contre, les autres territoires, il dit il y aura des échanges de territoires. Il ne dit pas, par contre, comme la Crimée. Ça veut dire que probablement les autres territoires seront cédés, mais officieusement, sans reconnaissance de statut international, peut-être avec une promesse comme nous, la Nouvelle-Calédonie, de faire un référendum dans 15, 20 ans, etc., comme on le fait depuis les années 80 pour la Nouvelle-Calédonie. Il y aura un aménagement, si vous voulez, qui fera que tout le monde sera mécontent. Les Russes n'auront pas une reconnaissance, mais les Ukrainiens auront perdu un territoire. Oui. Mais officiellement, ce sera un peu comme le Kosovo, ce ne sera pas tout à fait reconnu. Oui. Vous savez que pas mal de pays de l'ONU n'ont jamais reconnu l'indépendance du Kosovo. Ce sera quelque chose d'ambigu. Mais de toute façon, il n'y a que deux solutions. Soit M. Zelensky révise la Constitution ou est remplacé par quelqu'un qui le fera, soit il ne cède pas et il y aura beaucoup plus de morts. Et en fait, les Européens auront réussi à faire en sorte qu'il y ait plus de morts en faisant... Parce qu'ils ont quand même un pouvoir de nuisance. Dans l'OTAN, il y a quand même un vote. Le patron, c'est l'Amérique, mais la grande majorité des pays de l'OTAN sont des pays européens, et donc il y a quand même un système, il y a un poids, il y a quand même une machine, si vous voulez, à Bruxelles, enfin, un monde, il y a toute une machine qui fait que l'OTAN a un pouvoir quand même, les pays de l'OTAN, parce que l'OTAN, c'est rien, ce ne sont que des pays, ils ont un pouvoir de nuisance. D'ailleurs, dont se sont vantés certains chefs d'État européens, nous avons un pouvoir de nuisance et nous allons jouer là-dessus. Très bien, c'est-à-dire c'est le cynisme pour des raisons de politique intérieure, pour montrer les muscles et avoir l'air chacun, en général ils n'ont même pas fait l'armée la plupart, mais tous ces dirigeants qui n'ont pas fait l'armée, qui n'ont jamais porté un fusil, font les guerriers résistants, les partisans qui finissent le travail à la baïonnette quand il n'y a plus de cartouches, mais ils sont assis dans leur bureau et ils vont envoyer aucun homme se battre auprès des Ukrainiens. Donc c'est de la politique intérieure. Oui, mais ça, on comprend côté européen, finalement, on gonfle les muscles, on revêt l'habit militaire, parce que, comme vous l'avez dit, ça galvanise les troupes, ça permet de remonter dans les sondages et de ne pas parler des problèmes nationaux, parce qu'il y en a, en tout cas en France. Oui. Côté Zelensky, quel est l'intérêt pour lui ? C'est intéressant, parce que
il est quand même là sous pression totale, une population qui ne veut plus faire la guerre pour la majorité, vous l'avez dit, qui est fatiguée aussi de ce conflit, et ça évidemment on peut le comprendre. Et puis surtout son premier allié, les Américains, qui progressivement prennent le large. Donc quelle est aujourd'hui la position de Volodymyr Zelensky, qui a l'air en tout cas d'avoir été très heureux aussi de cet échange avec Donald Trump. Alors est-ce que cette histoire d'armes le rassure vraiment? Ou est-ce qu'au fond, il aurait envie de... Est-ce qu'il est en train de céder du terrain à Donald Trump et Oui. de lâcher prise et peut-être d'aller vers une véritable paix? Il est en train de céder du terrain, incontestablement. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé, peut-être chez vous, on en a parlé. Moi, j'ai fait une interview de Oles Orodetsky, que j'ai rencontré à Rome, qui est le président en gros, des Ukrainiens en Italie et auprès des institutions. Cette interview que j'ai fait paraître dans Valeurs Actuelles en gratuit, donc elle est consultable facilement, est très intéressante. Oles, il y a une semaine, revenait sur les énormes manifestations anti-Zelensky et contre le gouvernement de Zelensky qui ont eu lieu, comme vous le savez, il y a 2 semaines. Et il y avait 2 thèmes. On n'a parlé que d'un thème dans tous les médias européens et occidentaux. C'était le mécontentement d'une loi. Zelensky et son camp avaient fait adopter une loi qui supprimait les 2 organismes chargés de la lutte contre la corruption. Le peuple a été, parce que le peuple ukrainien, depuis les révolutions oranges, il y avait une partie sincère dans les révoltes avant la récupération par les réseaux d'extrême droite. Il y avait la lutte contre la corruption des oligarques, oui. Exactement. Or, si on annule le fruit de 20 ans de lutte avec beaucoup de morts, parce que ça a généré une guerre contre la Russie, etc., le peuple a dit, c'est pas possible, vous ne pouvez pas annuler le fruit de tout ce qu'on fait depuis 20 ans. Nous, le peuple, quand on va manifester pour des révolutions oranges, c'est contre la corruption. Mais on n'a pas parlé du deuxième point, très peu à mon avis. Énormément de gens avaient des pancartes, non à l'OTAN. Nous ne voulons natisto, non à l'OTAN. On veut pas être natisto. Et c'était le terme qu'ils employaient, donc natiste, c'est atlantiste. Oui. Nous ne voulons pas de guerre, nous en avons assez de la guerre, il faut la paix. Et donc Zelensky se rend compte que sa guerre qu'il avait promise à son peuple comme victorieuse est de moins en moins victorieuse. Le traité de cessez-le-feu ou de paix de début avril 2022, que M. Boris Johnson l'avait empêché de signer, eh bien on se rend compte que c'était bien plus favorable que ce qu'il a aujourd'hui. Et ce qu'il a aujourd'hui est bien plus favorable de ce qu'il a demain. Moi, je pense que s'il ne cède pas, il perdra Odessa. Et il y aura même une jonction et l'Ukraine deviendra un pays totalement enclavé avec aucun accès à la mer. C'est ça qui lui pend au nez. Donc c'est et moi je me mets à sa place, c'est très compliqué pour lui parce que s'il cède, il peut être traduit devant les tribunaux à la faveur d'une élection qui ferait gagner les nationalistes. Les nationalistes, là il y a un livre qui est sorti récemment où un auteur français fait l'apologie de Azov en reconnaissant que Azov imprime son idéologie dans toute la société avec des jeunes, des jeunesses d'extrême droite extrêmement embrigadées qui ont infiltré toute une partie de l'administration, etc. Donc, il est possible que les pacifistes fassent céder Zelensky, mais il est possible aussi que les nationalistes qui contrôlent le pays, parce qu'ils ont pris toute la machine administrative et militaire, réussissent à placer un candidat qui, lui, pourra mettre en prison. Donc, c'est extrêmement compliqué. Oui. Mais ce qui est certain, c'est que le peuple, aujourd'hui, est fatigué par cette guerre. Et donc, il va falloir trouver une solution. Et je pense qu'on s'y achemine. Tout le reste, c'est du théâtre. Je répète, je pense que nos dirigeants européens, ils viennent dire... parce que sinon, ils ont l'air ridicules. Ils nous ont demandé de faire des sacrifices. Ils nous ont fait croire que le loup turc allait envahir Paris ou Berlin. Ils ne peuvent pas tout à coup dire, OK, vive la paix, Trump a raison, on va faire une neutralité, on va désarmer l'armée ukrainienne, on va faire un pays tout à fait tampon, un pays neutre, etc. Ils ne peuvent pas faire ça. Donc, ils font croire qu'ils ne cèdent pas et qu'ils ne sont pas Chamberlain. Mais je pense que ceci n'a pratiquement aucune influence sur la réalité. Et enfin, je conclurai sur la doctrine Trump. J'en parle dans mon livre que j'ai commencé à écrire en mai, donc bien avant la rencontre avec Poutine. Qu'est-ce que disait Trump déjà en mai? Et le scénario de la banque JP Morgan faisait allusion à cela. Le scénario probable, c'est que
les garanties de sécurité sur l'Ukraine seront principalement européennes, indirectement américaines, et ce sera l'Europe qui payera et qui enverra des troupes internationales, peut-être avec des Chinois, comme l'a proposé Poutine, ou avec des Indiens ou des troupes multinationales. Mais en gros, c'est l'Europe qui payera pour une guerre américaine. Et c'est là que Trump est un génie. Il a obtenu un pacte, lui 0%, nous 15%, et Madame von der Leyen, qui rêve d'être employée par Goldman Sachs ou être secrétaire générale de l'OTAN, elle prépare ses intérêts. Son mari, d'ailleurs, travaille avec le Big Pharma et notamment en lien avec Pfizer. Elle-même est très, très liée avec Pfizer. Elle n'a pas voulu donner ses SMS. On sait très bien que Mme von der Leyen est très liée aux intérêts des multinationales américaines et du pouvoir américain. Donc, elle a cédé sur tout. C'est ça aussi, l'Europe aujourd'hui, c'est l'Europe qui va payer pour une guerre américaine. Et c'est là que les anglo-saxons sont très forts. Ils vont prolonger, s'il n'y a pas d'accord, une guerre avec des armes américaines payées par les Européens. C'est-à-dire que les Européens vont payer la poursuite d'une guerre qui risque de transformer, si ça allait très loin, leur territoire en un spectacle lunaire. C'est parce que c'est l'Europe, le territoire d'une guerre nucléaire tactique, où j'y crois très peu, mais c'est de moins en moins impossible. Et je vais vous dire pourquoi. Depuis que les bombardiers stratégiques russes ont été frappés très loin grâce à une opération d'ailleurs très bien menée, la confiance stratégique a totalement disparu entre Russes et Américains, puisqu'on sait aujourd'hui que le traité ciel ouvert, mais surtout le traité START, qui permettait de montrer les avions bombardiers stratégiques effectifs, eh bien, du coup, les Russes vont cacher, les Chinois vont cacher, plus personne ne va être transparent. Il n'y avait déjà plus aucun accord de sécurité, de désarmement et de non-prolifération ou de réduction des armements balistiques ou etc. Eh bien, aujourd'hui, non seulement il n'y a plus aucun traité en vigueur, et c'est les Américains qui ont lâché les traités avant les Russes, qui n'ont fait que répondre des années plus tard, mais en plus, il n'y a même pas la confiance minimale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si j'y crois peu, il n'y a plus la transparence. Si le conflit continuait parce que tout échoue, la guerre nucléaire est beaucoup plus possible aujourd'hui qu'il y a 2 ans, qu'il y a 10 ans, et même que sous Cuba. Les experts américains que j'ai consultés récemment, qui travaillent au MIT, notamment des grands experts sur le nucléaire, disent que la guerre nucléaire n'a jamais été aussi possible qu'aujourd'hui, même si elle serait peut-être en partie tactique. Alors, qu'est-ce qui fait dire aux banques, puisque vous commenciez par ça, que la paix, malgré tout ce que vous nous expliquez, arrive et sera finalisée finalement au cours de l'année qui arrive, et qu'est-ce qui vous fait dire aussi que Volodymyr Zelensky a cédé du terrain concrètement à Donald Trump, et cela malgré, comme vous l'avez dit, les effets d'annonce européens? Quels sont les éléments? Ce qui me fait dire cela, c'est tout simplement la base de la géopolitique, c'est les rapports de force. Les Ukrainiens n'ont plus d'hommes. Ils ont un niveau d'âge extrêmement élevé. Il n'y a pas eu de roulement, il n'y a même pas eu de rotation. On a des gens qui sont depuis 2 ans dans la même position, alors que chez les Russes, que l'on considère comme des ploucs, qui n'ont pas de gilet pare-balles, qui ne sont pas équipés, n'empêche qu'il y a des rotations avec des pauses. Donc les Russes ont des nouveaux arrivés, ils ont des rotations, ils ont des gens de mieux en mieux équipés. Pour nos auditeurs, rien qu'en drone. Au début de la guerre, les Russes étaient 0 en drone. Aujourd'hui, ils sont les meilleurs et les plus grands fabricants de drones à échelle industrielle, et ils ont submergé les Ukrainiens. Pour les différents missiles ou autres armes que leur avaient fournies, pour les drones et les missiles que leur fournissaient les Iraniens, aujourd'hui, ils ont leur propre imitation qui est améliorée largement. Donc, ils ont les hommes, ils ont de plus en plus d'armes, ils ont de plus en plus de facilité pour saturer, parce que quand vous avez une défense anti-aérienne, eh bien, il suffit d'avoir plus de projectiles et vous saturez. C'est le problème des Israéliens. Hein. Si par exemple les Iraniens envoyaient 100 000 projectiles, les Israéliens auraient des dégâts énormes. Oui, le dôme de fer ne fonctionne plus. Oui. La meilleure défense anti-aérienne est saturable si on a le nombre de projectiles. Donc, si vous voulez, pour des raisons d'humains, de rapport de force, de nombre d'hommes, de rotation, d'âge, de santé des hommes, de nombre de drones de plus en plus. Oui, mais ça fait longtemps. Là. On dirait qu'on a l'impression que dans cet échange-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a changé la donne par rapport à d'habitude, non? Oui, parce que la progression sur le terrain des forces russes est absolument impressionnante ces derniers jours.
Et M. Zelensky a quand même subi des jours entiers d'une sorte. On a même parlé de révolution orange à l'envers. C'est pas un pro-russe qui parle, c'est mon ami Oles Orodetsky qui est absolument pas pro-russe, qui est un vrai Ukrainien pro. Bon, lui, il est plutôt pour Zaloujny, qui est encore plus dur que Zelensky d'ailleurs. Hein. Donc, c'est pas du tout un pro-russe. Mais il disait lui-même, c'était une révolution orange à l'envers. C'était grave quand même. Ça veut dire quoi? Dans quel sens? La révolution orange, c'était une révolution qui est tournée contre des pro-russes en Ukraine. Oui, pro-occidentale. Alors là, c'est pas vraiment une révolution orange à l'envers, parce que c'est pas une révolution pro-russe, mais c'était une révolution qui était tournée contre les anti-russes, en leur disant, vous nous avez envoyés dans une guerre qu'on ne peut plus gagner, nous sommes las. Donc c'était extrêmement important quand même cette révolution, avec des centaines de milliers de jeunes dans la rue et de moins jeunes. Et donc c'est pour ça que Oles Orodetsky me disait, effectivement, même si c'est minoritaire dans les manifestations, c'était surtout la corruption. Pour la première fois, on a vu une dimension pro-paix, anti-guerre, tournée explicitement contre Zelensky. Et on a aussi, on a le maire aussi de Kiev, qui est beaucoup plus capable d'être malléable, qui est beaucoup plus capable de faire des arrangements. Zaloujny, c'est le dur, mais en même temps, c'est un militaire pragmatique. Apparemment, Zelensky est dans une position extrêmement fragile. Il a très peu de cartes à jouer. Il essaie de survivre. Et moins de soutien. Ouais. C'est pour ça que, comme le président, comme le chancelier allemand, il a surtout parlé de garantie de sécurité, parce que lui, il doit retourner à Kiev. N'oublions pas une dimension importante, il peut être abattu. L'extrême droite ukrainienne des groupes Azov, Pravi Sector et tous ces mouvements qui tiennent un peu la police politique de l'armée. Qui, eux, très anti-russes. Ouais. Lui, on a des vidéos de M. Zelensky totalement pro-russe, il y a à peine 6-7 ans. Ou un peu plus. On le voit sur la place rouge en train de vanter la Russie. Donc, si vous voulez, il vient de très loin et il sait qu'il est sur la sellette. Il est une sorte de marionnette que des vrais fachos ukrainiens ils l'ont mis un petit peu en scène avec l'aide des anglo-saxons. Et des Européens, oui. Il ne voulait pas apparaître directement. En plus, comme il est d'origine juive, c'est une belle caution, etc. Mais il est pris en otage. Si demain il fait un faux pas, il peut se faire assassiner. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit vendre à l'opinion publique qu'il est revenu victorieux ou qu'il va revenir victorieux du prochain round en ayant obtenu des garanties de sécurité et un armement de l'armée ukrainienne. Pardon. Non, mais c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup, Alexandre Delval, pour toute cette analyse. Vous croyez, là, pardon, on est obligé de se projeter un peu. Je ne suis pas sûre que on n'est pas dans le secret des dieux, évidemment, mais vous croyez que, comme vous le dites, il est obligé de revenir en faisant croire, en donnant l'illusion d'une réussite dans cette discussion pour lui et pour l'Ukraine sur ses garanties de paix, etc. Est-ce que vous croyez que d'un autre côté, peut-être qu'il s'organise en sous-main et en secret avec les Américains pour une exfiltration et quelque chose qui ferait qu'il pourrait éventuellement être mis en sécurité ailleurs si jamais ce fameux plan, cette paix serait mise en place? Parce que, comme vous l'avez dit, sa vie est en danger là, à côté des Nations Unies. Non, sa vie est en danger, mais on a pas mal d'indications qui montrent qu'il va briguer un nouveau mandat. Il va probablement se présenter. Il a quelques chances d'être élu, mais il a beaucoup moins de chances que Zaloujny. Donc, effectivement, soit il risque pour sa vie et il pense à un plan d'exfiltration, soit il se présente. Il a quelques chances d'être élu, mais moins que Zaloujny, donc le fameux ambassadeur ukrainien à Londres. Et donc, dans les deux cas, s'il perd ou s'il risque d'être assassiné, il va falloir qu'il s'exfiltre parce qu'il est en train quand même de rentrer dans un processus de début d'acceptation indirecte de cession de territoire. C'est pour ça qu'il ne peut pas dire le mot. Et vous savez, quand quelqu'un dit tout le temps « je ne suis pas ce que vous croyez, je ne suis pas ce que vous croyez », parfois c'est un petit peu louche. Eh bien là, c'est pareil, à force de répéter « nous n'allons céder aucun territoire », c'est qu'en fait, il est en train de préparer une formule où il pourra dire « je ne cède rien, mais nous allons geler les positions ». Et il va faire croire, vous savez, c'est la technique que font tous les hommes politiques, vous inquiétez pas, on va vous donner une baffe, mais pas tout de suite. Dans 15 ans, on va vous donner un coup de poing dans la figure. Ne vous inquiétez pas, nous n'augmentons pas les impôts, mais ils vont vous prendre directement à la source.
Voilà, il va y avoir quelque chose de très douloureux, mais c'est pas certain que ça arrive maintenant. Donc lui, il va dire, voilà, on va pas céder les territoires parce que dans 15 ans, peut-être qu'on pourra les récupérer. Alors lui, il a fait des discours, dans 15 ans, Poutine ne sera plus au pouvoir, on récupérera les territoires de manière diplomatique. C'est ce que me disait mon ami ukrainien Oles, il me disait de toute façon, par des moyens non guerriers, nous récupérerons les territoires qui seront confisqués par la Russie, mais que nous ne donnerons pas. En fait, ils vont les donner en disant à leur peuple, vous inquiétez pas, on ne les donne pas de cœur, ils nous les ont pris, on observe cet état de fait que ce territoire nous a échappé, mais on le récupérera d'une manière diplomatique parce que quand il n'y aura pas Poutine, vous savez, ça c'est la grande vulnérabilité des Occidentaux que j'exprime dans mon prochain livre. L'Occidental croit que son système attire tout le monde, que c'est le plus merveilleux des systèmes. Donc forcément, quand le méchant Poutine ne sera plus là, il y aura forcément des pro-occidentaux qui adhéreront à l'ordre international libéral, l'OIL, et ils vont forcément rendre le territoire à l'Ukraine, parce qu'ils aiment le droit international. Ils dorment avec des livres de droit, ils aiment les règles et le respect du droit. Donc forcément, ça ira mieux dans 15 ans, par des moyens diplomatiques, nous récupérerons les territoires que la Russie nous a pris. En attendant, eh bien, on va accepter l'état de fait, mais on ne l'accepte pas de juré. Du coup, avec cette pirouette, on échappe à l'échafaud, ou à la peine suprême prévue par la Constitution et la loi ukrainienne, mais on n'échappe pas forcément à une balle perdue. C'est ça la grande inquiétude. Il faut voir qu'aujourd'hui, M. Zelensky, je ne dis pas que c'est un peureux, hein, il a montré quand même des qualités de courage, mais il sait qu'il peut être assassiné à n'importe quel moment. Oui, mais on comprend qu'il soit dans une situation très compliquée. Alors, très compliqué. Je ne voudrais pas être à sa place. Oui, ça. Vous faisiez tout à l'heure le parallèle, on va dire, entre deux demandes de cessez-le-feu, et donc glissons doucement vers le Moyen-Orient, et cette demande de cessez-le-feu acceptée par le Hamas, qui a donc accepté une proposition qui avait été soumise par les médiateurs donc, égyptiens et qataris, de cessez-le-feu, évidemment, avec Israël. Comment vous réagissez ? Ça aussi, ça s'est passé hier après-midi, finalement, beaucoup d'éléments importants hier dans la soirée. C'était tout à fait prévisible. J'ai interrogé pour mon livre, là, justement, plusieurs personnes, dont l'ancien ambassadeur de France en Israël et l'ancien de Amman. Vous savez, Amman, c'est un service d'action militaire israélien qui fait des opérations d'élimination massive. Raphaël Yerushalmi me disait que cette opération était difficilement faisable, qu'elle n'était pas souhaitable, c'est-à-dire le contrôle de Gaza City, de tout Gaza, mais que si ça passait, l'armée suivrait et essaierait de mettre le plan en action. Mais il disait la meilleure chose qui puisse arriver, ce serait que finalement ça s'arrête au bout de quelques temps, au terme d'un cessez-le-feu. Donc, l'armée est d'accord pour un cessez-le-feu comme l'a accepté le Hamas. Vous savez qu'on a 500 militaires et anciens du renseignement israélien qui étaient contre le projet de Netanyahou de prendre tout Gaza. Les gens de la sécurité et de l'armée, les professionnels disaient que ça va être très compliqué. Et il faudra quand même pas mal de morts israéliens, même si c'est beaucoup moins que les Gazaouites. Mais pour l'instant, il y a un problème majeur. C'est que Netanyahou a dit que cette opération, elle était liée au fait que tant que le Hamas n'a pas rendu tous les otages, il n'y a pas de cessez-le-feu possible. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi le Hamas, dans ce cessez-le-feu, a accepté de donner 10 otages contre 140 prisonniers palestiniens et 18 cadavres contre autant de cadavres palestiniens, enfin, pardon, à chaque fois 10 fois plus, pardon. Pourquoi ne pas donner directement les 30 otages encore vivants ou les 22 encore vivants? On pense que c'est entre 22 et 30. Là, c'est la grosse question, et c'est pas pour être pro-israélien que je dis ça, mais c'est important pour nos auditeurs aussi de comprendre ce que pensent les pays arabes. 18 pays arabes, depuis, il y a 3 semaines, 18 pays arabes, toute la Ligue arabe, sauf l'Algérie, ont dit que l'un des problèmes de cette guerre, c'est le Hamas. Que le Hamas ne doit plus être là, que le Hamas doit être éjecté à la fois du champ militaire et du champ politique, que l'autorité doit être confiée à l'autorité palestinienne, qui est la seule autorité qui représente, entre guillemets, l'État palestinien pour ceux qui l'ont reconnu.
Donc même les pays arabes sont moins pro-Hamas que la gauche française ou les Oui, mais même, pro-palestiniens. Alexandre Delval, même vous nous avez déjà expliqué plus tôt qu'Israël avait participé à la montée du Hamas par un financement indirect. Je Donc, l'ai expliqué en 97 dans mon premier livre, Islamisme, États-Unis. Mais par contre, vous voyez, c'est ça qui est ennuyeux en géopolitique. C'est comme pour le 11 septembre. Le 11 septembre, comme le disait mon maître, le grand gaulliste général Gallois, vous savez, inventeur de la force de frappe nucléaire française, il disait parfois il arrive quelque chose d'imprévu, de catastrophique, que l'on utilise comme une opportunité pour faire quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire. Ça ne veut pas dire que ça a été organisé par nous, le 11 septembre. C'est pareil pour le 7 octobre. Bien sûr. Le 7 octobre a permis un mécanisme qui a fait chuter le Hezbollah, qui a fait chuter la Syrie, qui était un pont très important pour l'Iran pour accéder au Liban, même si elle peut toujours accéder directement. Et donc, il y a toute une mécanique qui a été déclenchée. Mais ce n'est pas parce que dans les années 80-90, surtout entre 83 et 93 à peu près, il y a eu une volonté d'Israël d'éliminer, de affaiblir l'OLP et le Fatah, forcément, en faisant monter tous les autres. Qui étaient donc, je rappelle, les partis opposés, d'ailleurs opposant les autres partis de la bande de Gaza. Oui. Mais c'est logique, c'est le divider et impera. Oui, n'importe qui. Diviser pour mieux régner, oui. Nous aussi, en Algérie, on avait aidé une fraction contre une autre, etc. Ce n'est pas la bonne, mais bon, on aurait pu faire mieux. Mais par exemple, en Syrie, l'empire colonial français avait joué les minorités alaouites contre les sunnites. Oui, ça, c'est quelque chose de classique. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'Israël a toujours aidé le Hamas. Ce qui est vrai, par contre, c'est que Netanyahou, dans son cynisme absolu, lui, parce qu'Israël, à partir de 95, n'aidait absolument plus le Hamas. Ah oui. Il faut le savoir. Il est devenu dangereux. Oui. Ça n'a jamais été constant, c'était par rapport aux rapports de force, d'intérêt. Mais Netanyahou a fait un accord avec le Qatar pour payer légalement l'autorité du Hamas à Gaza, et donc l'administration, parce que le Hamas, ce n'est pas qu'une milice, c'est aussi une administration. Oui. Il faut savoir que tous les hôpitaux à Gaza sont gérés par des gens du Hamas, les écoles, les petites écoles, ce qu'il en reste, les petits commerces, même les bars à Gaza City, où il y a encore des bars avec des terrasses, etc. Ce sont des gens du Hamas qui contrôlent toute la vie sociale et pas uniquement militaire. C'est pour ça que c'est difficile de les déloger. C'est très difficile, bien sûr. C'est très difficile. Il faut savoir aussi que 80%, 70% des gens de Gaza sont des anciens réfugiés palestiniens qui viennent d'ailleurs. Mais les 20 ou 30% de vrais Gazaouites, moi j'en connais un, Mohamed Dahlan, qui est d'un clan Gazaouite. Vous savez que les Gazaouites étaient égyptiens pendant des siècles. Hein. Ils sont très très différents. Les clans autochtones de Gaza n'ont jamais digéré la domination du Hamas, qui est le fruit du clan des réfugiés. Donc, il y a une gouvernance possible alternative. On a des notables et des tribus à Gaza autochtones qui sont les vrais patrons des lieux, qui ont toujours été là, qui n'ont jamais supporté ce joug externe avec un islam différent. L'islam du Hamas n'a rien à voir avec l'islam des tribus arabes traditionnelles ou des bédouins. Donc, tout ça, bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Bref. Non, c'est intéressant, oui. Mais c'est important de comprendre. Ouais. Le plus grand allié objectif, un allié objectif, c'est pas un complot. Ça veut pas dire qu'ils se parlent. C'est-à-dire que chacun utilise l'autre. C'est ce qu'on appelle l'ennemi utile. Mais ça ne veut pas dire qu'on planifie avec lui, comme les théoriciens du complot le pensent. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, le plus grand allié objectif de Benjamin Netanyahou, c'est le Hamas. C'est le Hamas, parce que ça coûte quoi de rendre 10 otages? Ils veulent libérer 150 ou 1500 terroristes, parce que la plupart, c'est les terroristes des prisons israéliennes. Il faut savoir que la dernière fois qu'ils ont fait ça avec un franco-israélien qui a été échangé en échange de centaines de Palestiniens, il y a eu les auteurs du 7 octobre. Donc les Israéliens ne veulent plus libérer à n'importe quel prix des otages, parce que si c'est pour libérer une dizaine de Yahya Sinwar, qui ont été à l'origine du 7 octobre et pour faire plus tard d'autres 7 octobre. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est très difficile pour les Israéliens de privilégier la libération des otages au plan d'annihilation de l'ennemi. C'est ce que me disait Raphaël Yerushalmi. Tout le problème de Netanyahou depuis le début de cette guerre, c'est qu'il a mis deux objectifs totalement incompatibles. Soit j'éradique le Hamas totalement et je mets un trait sur les otages. C'est ce que pensent pas mal d'Israéliens, on ne le dit pas dans les médias, y compris les médias souverainistes, parce que souvent ils sont un peu pro-palestiniens, donc ils ne veulent pas dire des choses qui dérangent, mais la plupart des Israéliens qui n'ont pas d'otages pris dans leur famille, ils préfèrent la sécurité, annihiler l'ennemi,
que de libérer des milliers de terroristes du Hamas pour libérer quelques otages qui ne sont pas de leur famille. Mais c'est sûr que ceux qui sont dans la gauche israélienne ou gauche dure et ceux qui ont des familles qui ont des otages pris par le Hamas, forcément, eux, ils veulent... Évidemment, ouais. Donc, ce sont deux objectifs totalement incompatibles. Et là, apparemment, c'est ce que me disait Raphaël Yerushalmi, qui, lui, est un humaniste. Il était pour privilégier l'objectif de libération des otages, quitte à quitter Gaza, et il était contre cette opération massive sur Gaza. Mais beaucoup d'autres, pas que les faucons, une grande partie de la société israélienne a mis un trait sur les otages. Ils ne veulent plus que des obus, des roquettes, des Katyusha, des missiles pleuvent sur leur village, parce que quand le Hamas frappe, il ne peut pas détruire Israël, mais il peut pourrir la vie des villages les plus proches. C'est pour ça qu'il y a un point commun entre Gaza et l'Ukraine. Alors les gens ne le voient pas beaucoup, bien sûr, c'est très très différent. Le point commun, c'est que dans les deux cas, on a un petit État et un grand État qui ne veulent pas des armes à leur porte. Ils veulent bien d'armes, mais loin, parce que plus une arme est prête, moins vous pouvez l'intercepter. Elle est trop près. Ouais. Il n'y a pas assez de minutes ou de secondes. Et donc, c'est ça que veulent les citoyens israéliens. Ils veulent que le Hamas soit n'existe plus, soit très loin, où il ait des armes qui peuvent frapper moins loin. L'idéal, c'est l'annihilation. D'autres veulent la libération des otages. Donc aujourd'hui, Netanyahou a choisi la solution dure. Il a le blanc-seing de Trump, d'ailleurs, qui a dit en gros, il faut confronter le Hamas et faire en sorte qu'il n'existe plus. Les pays arabes sont d'accord pour éliminer le Hamas. Donc le Hamas est totalement isolé. Il n'a même pas les pays arabes avec lui, sauf l'Algérie, qui est totalement isolée dans le monde arabe. Et donc le Hamas est en train d'accepter un cessez-le-feu qui reprend, pour conclure, le plan Steve Witkoff, en gros. Donc 60 jours de trêve, 10 otages contre 140 ou 150 Palestiniens, etc. etc. Mais est-ce que Netanyahou va accepter? Je pense qu'il fait semblant de refuser. Il va faire encore monter les enchères pour obtenir quelques otages en plus. Mais il est possible que ça l'intéresse, Netanyahou. Je dis bien il est possible, parce que son opération de contrôle total de Gaza est un bourbier. Les professionnels du renseignement et militaires, il y a eu une pétition de 550 officiers qui ont dit que c'est possible, mais ce serait un coût énorme et même presque impossible à réaliser totalement. Oui. On peut raser Gaza City, mais de là à éliminer totalement le Hamas, ça paraît extrêmement compliqué. Donc peut-être que Netanyahou pourrait profiter du fait que, grâce à cette peur, parce que le Hamas a eu peur. Là, on dit qu'on va les prendre dans le cœur, à Gaza City. L'opération de Netanyahou, c'est prendre Gaza City. Le Hamas ne peut pas se permettre de perdre son cœur, son bastion. Et là, comme par hasard, il accepte un cessez-le-feu qui est refusé il y a une semaine. Ça montre que les rapports de force, c'est malheureux à dire, mais ça marche un minimum. Évidemment. Alors, juste, et pour conclure aussi sur ce volet-là, toujours très intéressant, merci pour votre analyse. Peut-être, vous nous avez expliqué ce qui serait vraiment en fait la vraie bonne solution, ce serait qu'ils réussissent à sortir justement les Gazaouites d'une emprise du Hamas et de pouvoir reconstruire véritablement une paix. Alors comment ça peut être envisagé? Alors j'en ai beaucoup parlé. Pas forcément par les bombes israéliennes, notamment c'est pas forcément la bonne solution. C'est le plan, en fait, ce que vous décrivez, c'est le plan de l'ancien bras droit de Yasser Arafat, qui est devenu son ennemi et rival, le fameux Mohamed Dahlan. Alors, pour les auditeurs, ceux qui ne le connaissent pas, Mohamed Dahlan est un homme qui conseille le président égyptien Sisi. Il conseille très fortement, il est très prisé, il est très écouté par MBZ, l'homme fort des Émirats arabes unis, et il est également très respecté par MBS. C'est pas n'importe quoi. Cet homme est aux Émirats et il a l'argent des Émirats. Il vient de ces fameuses tribus gazaouites. Je répète pour nos auditeurs, les vrais gazaouites n'ont jamais supporté le Hamas. Le Hamas, c'est une greffe des anciens de l'OLP qui se sont radicalisés, qui sont devenus islamistes, la branche frères musulmans combattants. Djihadistes, parce que les frères musulmans, ils ont une branche politique et une branche combattante que nous, on a en Europe que les frères musulmans politiques. Et cette greffe fréro-salafiste djihadisée est totalement étrangère aux mœurs, à l'islam bédouin ou à l'islam des tribus arabes, des notables de Gaza. Et Mohamed Dahlan, je l'ai rencontré 2 fois dans des dîners avec mon amie Randa Kassis, qui est une Syrienne qui faisait beaucoup de négociations internationales sur l'Ukraine et aussi sur la Syrie. Et Mohamed Dahlan nous a dit, c'est très simple. Moi, j'ai un plan. Avec l'argent des Émirats, je reconstruis Gaza. J'amène des milliards à Gaza. Et pour ne pas donner un prétexte aux Israéliens pour
grignoter du territoire, sachant que Gaza a été libéré par les Israéliens. Il n'y a pas de colons à Gaza israélien depuis les années 2005. Et donc lui, il dit, puisque notre territoire, contrairement à la Jordanie, n'a pas été grignoté, il a même été, les colons s'étaient retirés à l'époque de Sharon, il dit, il ne faut pas donner de prétexte à Israël pour que l'ordure reprennent l'idée de coloniser Gaza ou de réoccuper ou de grignoter. Et donc, quel est le meilleur allié pour eux? C'est le Hamas et le djihad islamique. Donc, il a dit, et pourtant, c'est qu'un homme qui a fait 11 ans de prison. Hein. Il a été en prison et croyez-moi, on voit que c'est un homme qui a vécu des moments très durs. C'est pas un espèce de vendu qui a toujours été dans les Émirats. Il a payé très cher dans les prisons israéliennes. Mais il a dit, j'ai pas été retourné. On l'accuse d'être un agent de la CIA, etc. Il dit, j'ai pas été retourné. Mais j'ai compris que le meilleur allié des faucons israéliens qui veulent grignoter du territoire palestinien à Gaza ou en Cisjordanie, c'est le Hamas. Oui. Donc, je montre que la solution, de toute façon, elle n'a aucune issue, la solution djihadiste. Elle est une solution que pour ceux qui veulent être au paradis avec les 70 houris. C'est sûr que pour un djihadiste suicidaire qui veut que son martyr rachète ses péchés... Oui, mais comment on fait pour se débarrasser de ce Hamas proprement et laisser une population gazaoui libre? Eh bien, avec les rapports de force, le Hamas, là, est quand même si dans beaucoup de médias, y compris les médias souverainistes, on nous dit le Hamas est plus fort que jamais, n'importe quoi, on a pas mal de renseignements très sérieux. Les gens aguerris, les combattants aguerris ont été en grande partie éliminés et il reste des petits jeunes, souvent des gens qui ont participé au pillage du 7 octobre, parce que vous savez, le 7 octobre, c'était pas une opération iranienne. Ça a totalement échappé à l'Iran, qui n'avait aucun intérêt à ce que ces proxys, le Hamas et le Hezbollah, mettez-vous à la place, je dis souvent aux complotistes, mettez-vous à la place des Iraniens. Il faut toujours se mettre à la place. Oui, les Iraniens sont plutôt c'est pacifiste en fait. Ils avaient besoin d'un Gaza, d'un Hamas fort et d'un Hezbollah fort. Pourquoi? Parce que dans la perspective d'une guerre inévitable avec Israël, à cause du nucléaire, si je suis l'Iran, j'ai besoin d'une Syrie en place, d'un Gaza fort, avec le Hamas et d'un Hezbollah fort, puisque ce qui me permet de faire une guerre asymétrique, c'est justement que j'ai des proxys qui peuvent harceler les villages israéliens et rendre la vie impossible à Israël. Si tout le monde est dans les abris, le pays est ruiné en 6 mois. Donc l'Iran, ça lui a échappé. Mais il y a plein de gens, des habitants, des pilleurs, qui se sont mêlés au Hamas et qui ont fait un carnage qui a totalement échappé et à l'Iran, et même au plan que le Hamas avait initialement. Et donc, si vous voulez, cette spirale de la terreur, des gens comme Dahlan et les notables gazaouites, les vrais gazaouites qui ne sont pas d'origine réfugiée, les vrais habitants qui ont été égyptiens pendant très longtemps, qui sont les autochtones, eh bien, ils veulent se débarrasser du Hamas. Et l'option de Witkoff et de Trump, c'est de remettre ces notables gazaouites à la tête de leur pays ancestral, qui a été pris en otage par des milices palestiniennes de réfugiés. À l'époque, OLP, maintenant Hamas, ça fait depuis 50 ans que les vrais habitants de Gaza n'en peuvent plus, de même que les Libanais ont été terrifiés par les milices palestiniennes qui ont fait la guerre civile du Liban. N'oublions pas que le Liban, c'est des Arabes chrétiens qui accueillent des Palestiniens. Comment ils sont remerciés? Le pays est mis à feu et à sang. Des milices empêchent les Libanais de circuler dans leur propre pays. On est dans les années 75. Les Palestiniens n'ont pas toujours été des anges. Et Mohamed Dahlan, il dit, le peuple palestinien est un peuple comme tout le monde qui veut la prospérité, manger, être nourri, et aller à l'école, etc. Mais Mohamed Dahlan dit, depuis des décennies, l'option terroriste du FPLP, de l'OLP, du Fatah, de tout ce que vous voulez, et ensuite des islamistes qui ont islamisé la cause palestinienne, dans les deux cas, l'option du terrorisme n'a fait que donner des prétextes à Israël pour justement empêcher la reconnaissance de l'État. Alors on peut dire c'est un agent israélien, c'est un agent du Mossad, c'est un agent de la CIA. Alors il a droit bien sûr à toutes les accusations, mais lui, il veut donner un peu de prospérité à son peuple, et c'est un vrai Gazaoui, des grandes familles notables. Ça, c'est le plan aujourd'hui qui est proposé par Steve Witkoff et par Trump. En gros, on reconstruit Gaza avec l'argent de plusieurs États du Golfe et on renonce à une souveraineté pleine. Ça, c'est ce que dit Mohamed Dahlan. Dahlan dit qu'une pleine souveraineté pour la Palestine est extrêmement difficile, parce que, encore un point commun avec la Russie. La Russie veut bien d'une Ukraine résiduelle, désarmée. L'une des 3 raisons principales, c'est la démilitarisation de l'Ukraine. La Russie veut une Ukraine à ses portes, neutralisée et démilitarisée. Israël veut à ses portes
un Gaza démilitarisé. Alors, ça peut choquer. Je ne suis pas là pour dire qu'Israël a raison, vive l'État juif, mort, pas du tout. Je dis que ça, ce sont les rapports de force. Bien et sûr. dans les deux, Israël et la Russie veulent un voisin neutralisé et démilitarisé. Et certains accusés de collaborateurs, comme Mohamed Dahlan, mais comme les grandes familles de notables à Gaza, ils rêvent de cette option parce qu'ils en ont marre du bombardement récurrent à chaque fois. Vous savez que quand Israël ne bombarde pas Gaza, le Hamas s'arrange pour prendre des otages ou bombarder Israël pour provoquer un bombardement israélien. Ça paraît fou. Alors, il y en a qui vont écrire des commentaires d'Elval, c'est le sioniste, tout ce que vous voulez. Pas du tout. La stratégie du Hamas a été théorisée par les djihadistes du Hamas, mais aussi d'Al-Qaïda. Je vous invite tous à lire le livre de Abu Bakr Naji. Abu Bakr Naji est un grand théoricien du djihadisme. Il a écrit Le management de la barbarie. Et il dit « Notre stratégie consiste à provoquer des bombardements massifs de la part de l'ennemi plus fort que nous, le mécréant, pour qu'il crée le chaos dans la terre où je suis. Ça va déstabiliser mon État, ça peut être un État arabe. Et radicaliser la population, donc la tirer vers moi. Et voilà. Et comme disait le grand général américain Petraeus, à chaque fois qu'on veut éliminer un terroriste qui se cache dans une école, dans un hôpital ou dans une famille, eh bien, on va tuer 4 innocents. Ça ne fait pas un terroriste de moins, ça fait 8 terroristes de plus, puisque toute la famille des 4 victimes innocentes va se venger. La stratégie du Hamas, je ne dis pas qu'elle est mauvaise ou bonne, je ne dis pas qu'Israël est bien ou bon, ça c'est la géopolitique. La stratégie du Hamas, ce n'est pas pour donner raison à Israël, elle consiste à provoquer les bombardements israéliens. Non mais on est bien d'accord. Mais après, bon, Israël bombarde et bombarde les familles aussi. Mais on est d'accord sur la stratégie, tout à fait. Et Mohamed Dahlan, il dit, on va arrêter cette spirale, on arrête de donner le moindre prétexte à Israël. Alors bien sûr, cette option, pour les jusqu'au-boutistes européens pro-palestiniens, ça paraît ignoble. C'est comme ceux qui disent c'est ignoble de faire des échanges de territoires en Ukraine. Vous savez, les beaux principes du bien et du mal en géopolitique, ça n'a jamais compté quoi que ce soit. La seule chose qui compte en géopolitique, c'est les rapports de force et s'adapter au réel. Après, si on s'en fout totalement de la vie humaine, ce qui est le cas des djihadistes qui ont embrigadé des millions de personnes, c'est sûr que là, on est dans quelque chose, dans un univers totalement différent. Non, merci beaucoup Alexandre Delval pour cette analyse vraiment riche et puis pleine de nuances et où on a pu voir justement, c'est intéressant aussi, l'éventuel parallèle qu'on peut faire, évidemment toute raison gardée, hein, entre les différentes aires internationales en ce moment, les différentes zones, que ce soit le Moyen-Orient ou que ce soit l'Europe de l'Est avec l'Ukraine. Merci encore Alexandre Delval. Je vais citer votre dernier livre, Vers un choc global. Ça, c'est coécrit avec Jacques Sopessa, c'est aux éditions du Toucan, qui est aussi l'édition de l'Artilleur. Et donc, le nouveau qui arrive, vous pouvez déjà le commander, peut-être, en tout cas, vous renseigner sur ce livre. Le nouvel ordre post-occidental, toujours chez l'Artilleur. Merci beaucoup Alexandre Delval et très bonne journée. Merci à vous.